Salutations spéciales à vous, mesdames et messieurs, amoureux de cette émission Angle Saillant sur ma bannière télévision. Cette émission Angle Saillant, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, va recevoir des invités. Il s'agit donc de Maître Léonard Senga. Il est au cadre de l'Alliance pour le changement à parti cher à celui qu'on appelle Maître Nageur. Jean-Marc Kabound. Maître, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons également recevoir M. Simo Tilulu Mayamona. Il est le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. M. Simo Tilulu, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes, et je salue les co-débatteurs également. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent sur les bassins qu'arrose ma bannière télévision. Je vous aime tous. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Avec nos deux invités aujourd'hui, nous allons parler sur l'effectivité et de la gratuité scolaire en République démocratique du Congo. Il y a de cela 3 ans déjà, depuis la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous rappelle que c'était en 2019 que la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire a été mise en place. Alors, nous allons parler des effets induits de la gratuité également, les effets positifs et les effets négatifs, l'apport et l'impact, bien sûr, de la gratuité dans le système éducatif congolais. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons mettre un accent sur quelques résolutions prises lors des assises de Mboué la Loge sur les travaux des révalorisation, bien sûr, des accords de Mboué Lodge. Monsieur Simo Tilulu, quelles sont les résolutions qui ont été prises à Mboué Lodge lors des assises base syndicales et le gouvernement? Oui, au fait, parce qu'on va parler de la gratuité, mais j'aimerais mieux qu'on commence par la gratuité pour arriver à la... Mais à cela ne tienne. Je réponds à cette question. Au fait, nous avons eu un accord avec le gouvernement qu'on appelle l'accord de Bibois. Et cet accord de Bibois disait en 2019, disait qu'en 2020, on devrait payer, on devrait répondre aux exigences convenues entre les deux parties. Et c'est en 2020, curieusement, rien n'a été fait. Et en 2020, nous sommes partis aussi à ces accords. Signer des accords pour revisiter ce qui n'avait pas été fait. Rien n'a été mis en branle sur terrain. En 2021, au mois de novembre, donc septembre, on a décrété une grève parce que on a trouvé que les différents accords signés n'avaient pas un impact réel sur la vie du formateur de la relève. Alors nous avons arrêté au mois de septembre. Le gouvernement, dans sa façon de faire, a voulu d'abord attendre la patience des enseignants s'ils font rentrer. On n'est pas rentré, c'est comme ça. Nous nous sommes tous escortés en Mboué la Loge pour aller finir ces accords-là qui peinaient à être appliqués. En Mboué la Loge, on a convenu sur 4 points majeurs. D'abord, le premier, c'était la transposition des grades. La transposition des grades, c'est quoi pour ceux qui ne maîtrisent pas bien ces domaines? En fait, lorsqu'on engage quelqu'un, je rappelle d'abord, la première activité d'une carrière, c'est le recrutement et non la promotion. La promotion vient par ce que je vais dire, les grades, les changements des grades. Alors, nous, on a trouvé qu'il y a des enseignants qui mouraient au grade de recrutement. Il a été recruté en 1980 comme attaché de bureau de première classe. Il meurt en 2022, où il a été recruté en 1950. Donc, vous mourrez au grade de recrutement. Donc, tu n'as pas évolué. Parce qu'il y a la carrière plane et la carrière hiérarchisée. Alors, nous sommes dans la carrière hiérarchisée. Donc, nous ne sommes pas dans la carrière plane. Alors, il fallait maintenant basculer
quitter la carrière hiérarchisée pour prendre, et également commencer à transposer les grades des enseignants. On ne peut pas mourir au grade directement. C'est comme si on n'a rien fait. On n'a rien produit. Donc, normalement, après 3 ans, il y a un grade qui peut accroître. On ne le faisait pas depuis. Alors, on a dit au gouvernement de reprendre ces bonnes habitudes qui est un des droits des travailleurs. Ça, c'était en premier. Deuxième, c'était de payer les nouvelles unités et les NP. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire, par exemple, pour nous, au Congo central, on avait une vingtaine de mille d'enseignants sur 49 310 enseignants qu'il y a au Congo central. Alors, il y avait 20 000 quelques qui n'étaient pas payés avec les nouvelles écoles, nouvelles unités. Donc, dans l'enseignement, le mouvement est trop dynamique. On ne peut pas rester sur base d'un document fixe qu'on a tout payé, parce que plus que les besoins se créent, plus que la population augmente, plus qu'on a des besoins de créer de nouvelles classes. Or, quand on crée de nouvelles classes pour les secondaires, l'enseignement général, c'est 1,5 enseignant par classe, 1,5. Pour les options techniques, c'est 2 enseignants pour une classe. Donc, vous voyez que ça bougeait. Il fallait payer ces gens-là qui ont été voués au bénévolat pendant autant d'années, se sacrifiant au fond. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, payer le deuxième et le troisième palier de Bibois qu'on avait déjà décidé à 230 000 au mois de juillet et 489 000 au mois de décembre. Ça, c'est 3. De quatrième, payer la prime de brousse. Bon, en fait, pour me faire comprendre à beaucoup qui nous suivent à ce moment, quand on parle de prime de brousse, peut-être qu'ils ne comprennent pas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les zones salariales. En fait, même en Europe, même au Congo, tout travailleur n'a pas les mêmes avantages. Celui qui est de la ville et celui qui est en brousse ou à l'intérieur. Alors pour nous ici au Congo central ou sinon en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle la prime de brousse. La prime de brousse chez nous est plus grande que les primes qu'on donne en ville. Pourquoi la prime de brousse doit être beaucoup plus élevée? C'est parce qu'on veut stimuler les enseignants qualifiés à accepter d'aller travailler aussi à l'intérieur. Parce qu'on souffre d'un problème de sous-qualification grave. Il aurait fallu maintenant stimuler les gens d'aller. C'est comme ça la prime de brousse devrait être élevée. Mais chez nous ici, la prime de brousse, c'était vraiment dérisoire, inférieur à ce qu'on donne en ville. Donc nous sommes déjà dans un conflit de travail. Alors il fallait payer la prime de brousse à la hauteur de la prime donnée au secondaire. C'est ce qui était décidé en 2021, en novembre. Nous avons passé tous ces temps-là. Le gouvernement, dans sa façon de faire, il a essayé un peu d'embrouiller les gens au mois de février pour payer. Pour nous, par exemple, il n'y avait que 2600 toute la province du Congo central sur les 20 000. Donc, nous sommes restés dans les 18 000 enseignants qui sont voués au bénévolat et utilisent l'argent des ménages qu'ils trouvent ailleurs pour soutenir la formation de la relève. Ce qui est un danger en matière de qualité déjà. On nous a floué 2600, il y avait 18 000 qui étaient restés. Et nous étions au mois de juillet, on n'avait pas payé les 230 000 francs. Il fallait évaluer. Nous sommes partis, on nous a expliqué pourquoi on n'a pas réussi à payer les 230 000 au mois de juillet. Nous ont-ils dit que lorsque nous faisions ces négociations, c'était au mois de novembre. Pour ceux qui savent, qui élaborent le budget, au mois de novembre, le budget, déjà la conférence budgétaire, où on met des inputs, où chaque ministère, chaque secteur dépose, était déjà passé parce que ça s'est fait au mois d'août. Donc c'était impossible que ces 230 000 et 189 000 soient payés. Alors nous sommes partis évaluer. Mais bref, ce qu'on a
pris cette fois-là. Il fallait transposer des grades d'ici décembre. D'ici décembre, il fallait payer les 30% des 230 000 qui devraient venir au mois on va 2023. On va revenir, M. Simon Tshilulu. Parlons de l'effectivité, de la gratuité de l'enseignement primaire mise en œuvre depuis 2019. Maître Léonard, cette gratuité est-elle effective en République démocratique du Congo? Il y a de cela 3 ans. Ok, merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour la parole nous accordée. Des vies, nous voyons effectivement qu'il y a gratuité de l'enseignement de base. Des vies, oui. Mais nous devons finalement ramener cette gratuité, comment je peux dire, cette gratuité, il faudrait maintenant le marier au niveau même, ou sinon la qualité de l'éducation que bénéficient nos enfants. Je pense que mon intervention va beaucoup plus se focaliser à ce niveau-là. C'est vrai que nous voyons, il y a la gratuité. Et on nous dit aussi qu'il y aurait augmentation de salaire de nos enseignants. Mais moi, je me dis, s'il faudrait réfléchir, je pense qu'en réalité, l'enseignant congolais a perdu beaucoup dans son salaire, ou sinon dans son avoir. Dans quel sens? Aujourd'hui, ou sinon hier, avant l'effectivité de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement, celui-ci touchait non seulement son petit salaire, mais également une prime. Cela dépendait d'une école à une autre, n'est-ce pas? Et à cela, nous avons vu, ou sinon nous avons suivi, certains des enseignants qui touchaient dans les 500, 600, 800 000 francs congolais comme prime. Et salaire était resté dans les 190 000 ou sinon dans les 100 quelques 2000. Donc celui-ci arrivait quand même de se nourrir les deux bouts du mois. Et aujourd'hui, cet enseignant ne vit que de son salaire, bien qu'il ait un peu évolué, mais sans prime. Et c'est à peine que nous apprenons, on lui a alloué une prime jadis qui était de 30 000 francs congolais. Et c'est lui-ci qui ne vit que de son petit salaire, je présume, de 300 000, de 300 000 et une prime, une petite prime comment on dit, des 30 000 francs congolais. Et celui-ci doit, non seulement, parce qu'un enseignant travaille jour et nuit. L'enseignant, après l'école, les jours, il est dans sa salle de classe. La nuit, il doit faire, il doit préparer la matière à donner demain à l'école. Donc, pour dire que c'est comme un robot. Il travaille le jour et la nuit à la maison, là. Et celui-ci, à la fin, aujourd'hui, là, après, pendant la gratuité de l'enseignement, on lui empêche cette prime ici. En réalité, son salaire devrait aller au-delà de ce qu'il gagne. Parce qu'aujourd'hui, hier, avec le peu qu'il gagnait, il n'est pas démontré. Les coûts d'achat sur les marchés étaient un peu minimes. Et aujourd'hui, avec ce même salaire-là, je ne pense pas qu'un enseignant pouvait s'acheter les mêmes produits qu'il achetait avec son ancien salaire avant la gratuité de l'enseignement, pardon. Je ne pense pas rien que par son salaire, s'acheter les produits qui les servaient pour son survie et les marier à ce jour. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez un sac de riz hier qui coûtait 20 000 francs, aujourd'hui c'est dans les 50 000 francs. Ça signifie simplement, selon vous, par rapport à cette façon de faire les choses, la gratuité de l'enseignement primaire n'est-elle pas effective? Effective, non, elle est effective, mais sauf que son applicabilité pose problème. Comment ça pose problème? C'est comme ça que j'étais en train de démontrer. Ça pose problème parce que l'enseignant qui vient enseigner n'est pas vraiment dans son assiette. Il n'est pas dans son assiette, il est fatigué, il n'a que ces 300 000 francs qu'il doit le nourrir pendant tout un mois. Et finalement, c'est lui-ci, quand il va se présenter dans la salle de classe, n'est-ce pas, il va présenter une fatigue au moment où il devrait enseigner, mais celui-ci pense encore à sa maison. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Madame est malade, ma fille là est retournée de l'école, finalement il est dépassé. Et à ce moment-là, il lui est demandé en réalité de pouvoir éduquer nos enfants. Voilà, c'est là où les bas blessent. Merci Maître Léonard. Monsieur Simon Tshilulu Mayamona, est-ce la gratuité de l'enseignement est-elle effective en République démocratique du Congo? Il y a de cela 3 ans.
En République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, je dirais non. Parce que à Kinshasa, par exemple, à Gombe, là où est le ministre, il y a des écoles primaires, comment on appelle ça, des prestiges, qui perçoivent de l'argent. À Gombe, où est le ministre? Dans les Tanganyika, certaines écoles primaires perçoivent l'argent. Primaires, des écoles publiques ou privées? Primaires, publiques. Dans les Tanganyika. Vous allez au Nord Kivu. Ils se sont arrangés. Donc, il y a, bon, évidemment, par rapport à la surface, il y a eu certains coins où la gratuité crée des problèmes. Mais au Congo central, ici, là, je donne ma main à couper. La gratuité de l'enseignement est effective. Donc, de Kazangoulou à Mwanda, les écoles primaires publiques, les parents ne payent aucun franc congolais. Quels sont les éléments à réunir pour parler de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire? Les éléments à réunir, c'est de ne pas la gratuité, c'est-à-dire, voilà, merci beaucoup d'ailleurs pour cette question. La gratuité veut dire l'État prend en charge la charge que les parents avaient dans ces classes-là. Donc l'État prend en charge la charge qu'avaient les parents à ce niveau de l'école. Vous parlez de la prise en charge des enseignants par le parent. Les parents, tous ceux qui étaient là, les frais qu'il fallait payer. Donc l'enfant ne paye plus rien. Parce que à l'école, on ne peut plus demander l'argent. Sauf on demande aux enfants de venir avec les cahiers, tout ça qu'on sort, que les parents pouvaient acheter. Alors, la gratuité, l'enfant va à l'école sans rien payer, comme frais d'études. Il ne paye pas les minervales, il ne paye pas la prime, il ne paye pas quoi que ce soit, même pour passer les épreuves certificatives, l'apprenant, ne paye absolument rien, parce que l'État a pris en charge cette charge-là, c'est ça la gratuité. Donc, chez nous, elle est effective. Voilà, merci beaucoup. Parlons de l'impact de la gratuité et de la gratuité de l'enseignement primaire dans l'appareil éducatif congolais, les effets induits de façon positive de la gratuité dans l'éducation en RDC. Ok, du côté positif, parce que nous ne peut pas, bien qu'on soit de l'opposition, on ne doit pas tout rejeter. Ce qui est évident que quand vous envoyez votre enfant à l'école, dans une école publique, vous ne payez pas déjà les frais relatifs à ces études. Donc ça, c'est déjà bon. Mais c'est comme ça que j'étais en train de dire l'impact maintenant là. Est-ce que la qualité maintenant de l'éducation, c'est maintenant là, c'est par rapport à la qualité de l'éducation. Vous savez, des fois, nous intervenons des fois à l'université, dans les écoles, dans les instituts supérieurs et universités. C'est là où vous allez constater effectivement que l'enseignement a baissé. Comment est-ce que l'enseignement a baissé? Et lorsque nous faisons une étude minutieuse, nous comprenons finalement que si l'enseignement a baissé au Congo, qu'est-ce qu'il y a à la base? Principalement, c'est cette fameuse gratuité de l'enseignement de base. Parce que j'ai tenté de vous dire ici que l'enseignant n'est pas vraiment mis dans son assiette. Il ne se retrouve toujours pas. Et mon co-débatteur a souligné tout à l'heure ici l'accord de, comment il appelait ça, l'accord de Bibois. Et les résolutions, je pense que jusqu'à ce jour, il vient de nous dire ici que c'est au mois de décembre, au moins, qu'il pouvait être satisfait aux accords signés avec l'État congolais. Que donc, nous devons attendre jusqu'au mois de décembre, ou sinon l'année prochaine, pour que nos enfants puissent bénéficier des enseignements de qualité. Parce qu'aujourd'hui, là, mon frère, vous êtes journaliste, descendez dans des écoles, d'ici là, il y aura rentrée scolaire, vous allez apprécier, voyez les enfants, vous allez voir un niveau tellement bas, et aujourd'hui, ça s'est fait constater, déjà lorsque cet enfant est à l'université, vous lui demandez, parce que l'enseignement de base est déjà bâclé.
Et lorsqu'il arrive dans les niveaux un peu supérieurs, vous allez le constater, il a un problème de lecture, il a un problème de parler, il a un problème, finalement c'est un problème sérieux. Voilà pourquoi nous demandons à ce que une solution, ça doit faire d'ailleurs une priorité. Merci, M. Simo Tsilulu. L'enseignement en République démocratique du Congo est au rabais. Et pour Maître Léonard, la cause, c'est donc la gratuité de l'enseignement. Non, ce n'est pas, je ne partage pas totalement de son avis parce que la gratuité de l'enseignement ne commence pas avec le président Félix Tshisekedi. La gratuité de l'enseignement. Donc, je crois que depuis, d'ailleurs, l'enseignement primaire était gratuit avant 80. L'enseignement primaire était gratuit, l'enseignement secondaire était gratuit et l'enseignement universitaire, il était gratuit. D'ailleurs, à l'université, l'État, en dépit de la gratuité, accordait des bourses. Seulement vers les années 81-82, quand nous sommes entrés dans des programmes des institutions de Bretton Woods avec la Banque mondiale, où il fallait que la Banque mondiale contrôle et vérifie les recettes des dépenses, les dépenses effectuées. Et là, il va commencer à demander de supprimer les postes secrétaires sentinelles. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient, et puis il fallait beaucoup réduire. Donc, mais à ces années-là, malgré la gratuité, les gens étudiaient bien. La gratuité n'est pas la cause de la baisse du niveau. Donc là, peut-être une autre émission, vous pouvez nous appeler pour venir parler des causes de la baisse du niveau. Il y a beaucoup de choses. Parce que, en dépit du fait que la première cause de baisse du niveau, c'était la prise en charge des enseignants par l'argent des ménages. Donc pour vous, la gratuité vient sauver d'ailleurs. Parce que, imaginez, un enfant intelligent. Les gens doivent savoir que lorsqu'un enfant s'absente au cours 6 jours, il a raté 36 leçons. Et notre système éducatif ne rétroagit pas. Donc, si tu as raté ces leçons, on ne va plus rentrer pour te les donner. Or, avec le système de prise en charge, on retourne les enfants à la maison. Et quand on vous retourne à la maison, vous verrez que annuel, la moyenne annuelle, c'est 40 à 45 jours. Si 6 jours tu rates pour l'école secondaire, l'enseignement normal, 36 leçons. Et enseignement technique, c'est 42 leçons. 6 jours simplement. Pas 6 jours, mais le temps là, l'avant-midi, de 7h à 12h. Donc, tu rates 42 leçons avec 6 jours. Or, les absences moyennes avec la prise en charge a dépassé 50 jours d'absence. Évidemment, pas d'affilée. Hein. Parfois, au premier trimestre, on t'a retourné 12 fois. Au second trimestre, donc tout ça jusqu'à la fin de l'année, vous calculez. Et quand vous n'êtes pas en classe, vous ratez ces leçons. Et parfois, ce sont des enfants intelligents. Et même l'enseignant, je prépare ma leçon pour enseigner 45 apprenants. Je sais qu'il y a des forts, il y a des moyens, il y a des faibles. J'arrive là, la commission vient, chasse, retourne tout le monde à la maison. Je reste avec 12 apprenants qui sont encore très faibles. Vous voyez, ça démotive l'enseignant. Ce système, on l'a gardé pendant 29 ans. Pendant 29 ans. Et les conséquences qu'ils vivent à l'enseignement supérieur hier et aujourd'hui, parce que ceux qui ont commencé la gratuité ne sont pas encore arrivés, même pas encore avec l'actuelle appellation, je crois qu'ils doivent être en 2e, donc en 4e de l'année passée. Le fruit de la gratuité. En 4e année ou de la fois passée, non, secondaire. Ils doivent être, parce que c'était 2019, ceux qui étaient en 6e, ils vont passer, ils doivent être d'ailleurs en première ou en 3e des humanités. Ils ne sont pas encore arrivés à l'université. Ceux qui sont à l'université et ceux qui vont venir encore à l'université dans 2 ou 3 ans sont les fruits de la prise en charge des enseignants par l'argent des ménages. Et à ce moment-là, lorsque les parents payent bien, les critères de la délibération baissent, comme nous le vivons maintenant dans certaines écoles privées. Donc, un enfant dont les parents payent bien, il faut le protéger, il faut le garder. Et l'enfant qui est très intelligent,
mais qui a manifesté des faiblesses faute d'argent, est-ce qu'il faut les faire reprendre l'année ou faire passer? Socialement parlant, parfois, on les faisait passer. Or, ce vide-là pose problème. Alors, selon vous, de 400, non, je termine d'abord, de 300 ou 200 leçons ratées. Donc, ça crée un problème sur le plan connaissance. Alors, quand la gratuité est arrivée, la gratuité, c'est vraiment un salut parce que on a récupéré au moins 4 millions ou milliards d'enfants. 4 millions d'enfants ont regagné les circuits scolaires. Et avec la prise en charge, les conséquences, vous les voyez. Aujourd'hui, les maîtres Senga qui parlent bien français mettent ta chaînette au cou des valeurs. Promène-toi vers 19h, 20h, passez morgue, allez en Zanza. Vous allez voir les enfants qui ont connu le décrochage scolaire, qui sont en colère parce que toi tu parles français et les parents ont manqué l'argent, se sont retrouvés dans la rue. La manière dont on va te ravir ta chaînette là, parce qu'ils sont jaloux, ils sont haineux, ils sont frustrés. Parce que vous avez continué, parce que vos parents ont eu l'argent et vous avez vu la montée exponentielle des nombres d'enfants dans la rue. Et ces enfants-là, nous n'arrivons plus à les gérer. Il faut voir le nombre d'enfants qui ont pris des motos. Parce que ces enfants ont connu une rupture faute d'argent des parents. Et ceux qui ont résisté, ils ont résisté à dents de scie. Aujourd'hui, 3 jours, on les retourne. À supposer la mathématique. La mathématique, chimie, physique, ce sont des cours linéaires. Donc, il faut suivre les leçons d'avant pour comprendre des leçons après. Si les leçons avant, par exemple dans les limites, il faut la maîtrise des types de fonctions. Si tu n'étais pas absent, donc même les limites, tu ne vas pas comprendre ça. Donc il y a des choses qui... Et un enfant a raté toutes ces leçons. Manque d'argent, vous ne pouvez pas avoir aussi des répétiteurs à la maison. Vous n'avez pas l'argent. Cet enfant va commencer à se promener, vendre des cigarettes, à cirer, à se faire un peu le quoi, assimiler les chaussures, tout ça qu'on sort pour trouver l'argent. Tout ce temps-là, il n'est pas dans l'activité pédagogique. Parce qu'il y a l'activité pédagogique active lorsqu'on vous apprend et l'activité pédagogique passive lorsque tu es chez vous, tu penses sur ce qu'on vous a appris. Mais cet enfant-là, il ne passe pas l'activité pédagogique passive. Merci, donc pour dire que la gratuité a amené beaucoup d'enfants dans les circuits scolaire. Et maintenant, le problème, c'est que le fait induit de la gratuité. On va y revenir, Maître Léonard. Plus de 3 millions d'enfants, plus de 4 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. N'est-ce pas que c'est un impact positif? Oui, je ne suis pas totalement, je suis partiellement d'accord avec mon co-débatteur. Mais je pense, moi je suis le fruit d'un enseignant. Et tout ce que M. Tiloulou a dit, effectivement, il y a eu un moment où il y avait gratuité des renseignements. Je pense que le paiement par les parents est intervenu depuis 92. Oui, depuis 92, je vois, j'étais encore à l'école primaire. Mais avant, je voyais encore des fois mon père qui m'amenait dans un magasin. Il vous demande, Léonard, qu'est-ce qu'on peut prendre pour toi ici? Mais depuis 92, à ce jour, en 2018, l'enseignant était traité, ou sinon est traité de la manière que nous connaissons tous. Et pendant la période que les parents prenaient en charge les enfants, c'est vrai, il y avait opération Lelo Toko Bengana. Aujourd'hui, nous allons chasser tout ça, effectivement. Mais le problème, c'est quoi? Le problème que je soulève, c'est pas aujourd'hui là. C'est vrai que les enfants sont là à l'école, le nombre que vous venez de donner là. Mais avec combien d'infrastructures scolaires au Congo central, à Matadi, je pense que nous sommes témoins, combien des écoles qui venaient d'être construites. Et allons-y dans les salles de classe, évaluons dans une salle de classe de gratuité aujourd'hui, en gros, j'ai combien d'élèves? Et cet enseignant-là qui assume cette classe-là, vous croyez que la maîtrise de gérer de gérer sa classe? Je ne pense pas. Voilà là où je trouve pouvait susciter un problème.
Pour amener une solution, je pense, à mon avis, non seulement qu'il fallait augmenter le salaire de l'enseignant, mais aussi construire. Il faudrait construire. Voilà, aujourd'hui. Le ministre a dit qu'il y a des écoles qui ont été construites. Il a dit depuis 2019 jusqu'à 2022, 373 écoles ont été construites sur toute l'étendue du territoire national. C'était lors du briefing que le ministre de l'Enseignement a tenu conjointement. Je suis devant un syndicaliste qui peut-être certaines données me dépassent, mais lui doit avoir du moins la maîtrise. Mais moi, je n'ai pas vu, jusque-là, je n'ai encore vu, depuis 2019 à ce jour, une seule école, une nouvelle école publique de l'État. Ou sinon, quelle technique que l'État congolais, il commence à récupérer certaines écoles privées. Mais maintenant, le problème, c'est le même problème. C'est un problème maintenant de mécanisation. Ces enseignants-là, non seulement il y a gratuité, il n'y a pas la prime, donc ils ne vivent de rien. Donc ils n'ont rien, ils se réveillent le matin, ils vont à l'école, le soir ils reviennent, et à la fin du mois, ils s'attendent à rien. Quelle est cette éducation que nous allons attendre de ces enfants-là, dont les enseignants font les gratos? Voilà un peu, c'est par là. Ma crainte, c'est à ce niveau-là. D'ailleurs, je crains encore que lorsque la première promotion de la gratuité arrivera à un niveau un peu plus supérieur, qu'on puisse encore descendre plus bas. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Simon Otilulu. Vous l'avez dit, plus de 4 millions d'enfants ont repris les chemins de l'école, mais avec quelle infrastructure scolaire? Le ministre a dit depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a 373 écoles qui ont été construites, et certaines de ces écoles ont été construites par le partenaire de l'éducation en RDC. Qu'en pensez-vous? Et quand il dit partenaire, là, il fait allusion aux parents. S'il fait allusion aux parents, là, je suis d'accord. Parce que avec la prime des parents, ce que les parents donnent, non, ce que les parents donnent, on construit une salle, des salles telles qu'en Tétembo, vous allez les parents payer, on construit à côté. Donc, ou alors il devrait donner même les adresses là où se trouvent ces écoles pour nous faire. Mais bon, tout ça, nous mettons ça d'abord de côté. J'entre un peu dans les problèmes. La première chose à faire, pour lesquels j'apprécie le président de la République, c'est prendre cette décision courageuse pour que nous répondons aux objectifs de développement durable ODD4. Réintégrer ces enfants dans le circuit de l'école. Parce que le demain du monde appartiendra aux plus forts. Les plus forts, ce sont ceux qui auront des têtes bâties, formées. Et on ne peut être formé que dans ces circuits de l'école. Ces enfants sont venus. C'est vrai que comme ils ont regagné le circuit scolaire, maintenant il faut résoudre un certain problème, parce que n'oubliez pas que nous avons un ratio actuellement de 50 pour un enseignant. Donc 50 apprenants pour un enseignant. Mais s'il faut faire le forcing, donc c'est 50 pour un enseignant. Mais au minimum, c'est 45 pour un enseignant. Et lorsque nous avons déjà des classes de plus de 80 apprenants, donc nous doublons. Donc les ratios, la gratuité a provoqué un afflux exponentiel d'apprenants dans des écoles. Alors, maintenant, dans ces classes-là, il faut commencer. Comme on n'avait pas l'argent pour peut-être engager de nouveaux enseignants, il fallait maintenant travailler l'inspection pour former les enseignants à ce qu'on appelle la pédagogie des grands groupes. Parce que l'enfant peut être, vous êtes 80 parfois, tout un trimestre, l'enseignant ne te pose même pas une question. Alors, il faut la pédagogie actuelle, avec la pédagogie cognitive. On parle de la pédagogie des grands groupes. Donc, même si une masse, tu peux bien les enseigner de façon à satisfaire tout le monde. Il fallait d'abord engager l'inspection sur cette voie. Et on a connu les problèmes, ce qu'on appelle les carrés pédagogiques. Donc, dans les carrés pédagogiques, il y a 4 personnes qui entrent. La première, c'est l'apprenant. Ce que vous appelez autrefois l'élève. L'apprenant
Deuxième, c'est... premier, c'est le facilitateur qui est l'enseignant. Deuxième, c'est l'apprenant qui est l'élève. Troisième, c'est la matière à enseigner. Quatrième, c'est l'environnement. Vous allez voir que le carré pédagogique en République démocratique du Congo a été détruit, assassiné, calciné totalement. Parce que déjà, vous prenez les facilitateurs. Donc, le facilitateur doit avoir de l'auteur pour défendre ce qu'il faut. Nous prenons seulement au Congo central. On a 49 310 enseignants. Les 49 310 enseignants, nous avons 27 179, donc 179 qui œuvrent au secondaire. Sur les 27 179 qui œuvrent au secondaire, il n'y a que 5 033 qualifiés. Donc, ce qui laisse 22 146 sont des sous-qualifiés. Vous voyez déjà, c'est un problème. Déjà, le premier point de carré est abîmé. Vous venez à l'école primaire où on a 22 131. Là, du moins, on n'a que 611 sous-qualifiés. C'est les 611 sous-qualifiés, donc on a 21 520 enseignants qualifiés. Donc, 97% des enseignants de l'école primaire sont qualifiés. Les qualifiés à l'école primaire, c'est tout celui qui a fait la pédagogie, qui a eu le diplôme d'État en pédagogie, est qualifié à l'école primaire. Vous avez 97% à l'école primaire sont qualifiés. Maintenant, le problème, malgré 97% d'enseignants qualifiés, mais le problème de la qualité à l'école primaire continue à persister à grande échelle. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a fait des études, on trouve que non. Parce que les qualifiés du primaire sont formés par beaucoup de sous-qualifiés du secondaire. Parce qu'au secondaire, on n'a que 5 033 qualifiés et que 22 149 sont des sous-qualifiés. Et la conséquence, ça fait un cercle vicieux. Ce qui fait que ça entame la formation. Donc, ce qui entame la formation, c'est cette qualité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant activer au niveau de l'inspection ce qu'on appelle la formation continue. Donc la formation continue devrait être prise en compte et que beaucoup de moyens devraient être donnés à l'inspection pour faire requalifier sur le plan contenu tous ces enseignants afin qu'ils soient à la hauteur. Donc j'ai ciblé, nous n'avons pas la pédagogie des grands groupes. Deuxième chose est la matière à enseigner. Vous voyez avec la prime la prise en charge des enseignants par les ménages pauvres. Les ménages pauvres qui prennent l'enseignant en charge. Ces ménages pauvres qui prennent l'enseignant en charge, outre que l'enseignant n'a pas d'argent pour se faire qualifier, pour lire, faire des recherches, mais aussi l'enfant ne termine pas les leçons. Il y a des leçons qui sont en déficit dans son cahier, qu'il n'a pas parce qu'il n'a pas été là, on l'avait retourné à la maison pour aller chercher l'argent qu'il avait laissé sur la table ou qu'il n'y avait carrément rien. Alors, tout ça, ça crée la matière à enseigner et les professeurs ne savaient pas continuer. Avec ces grèves ici qui se répètent, ça crée la matière à enseigner n'est pas donnée à la hauteur, compte tenu de celui qui doit les donner, qui n'est pas qualifié, ou s'il est formé, mais du moins l'enfant ne vient pas régulièrement. Et troisième, j'ai parlé de troisième, de dernière. Rapidement, oui. Dernière, c'est les milieux d'apprentissage. Les milieux d'apprentissage. Dans quelles conditions où l'enfant apprend les cours, à même le sol. Donc, l'environnement d'apprentissage. À même le sol, mais le ministre de l'enseignement également a dit, pas de lien entre l'absence des bancs dans des salles de classe et la gratuité de l'enseignement. Ok, maintenant je démontre, ça me fait fâcher, je démontre quelque chose. Ayez vos apaisements. Bon, je vous donne des statistiques vraies. Moi, je suis de ces domaines. Et c'est pourquoi parfois nous demandons à notre gouverneur qui vient d'arriver de nous associer gratuitement. Gratuitement, on peut se faire même 1 mois, 2 mois, qu'il ne me paye rien. Qu'il ne nous paye rien, mais on apporte des idées. Et comment faire, comment on peut résoudre des choses. C'est gratuitement. Et c'est sincère. Parce que nous voulons que la province
avance. Comme on nous évite, pas seulement parce qu'on veut nous éviter, on peut apporter sans salaire, sans quoi, ni prime, ni transport. C'est bien noté, le gouverneur. Maintenant, je vais évoluer à la démonstration. L'année 2021, le Congo central a fonctionné avec 1 158 534 apprenants. Vous prenez 1 158 534 enseignants. Nous parlons maintenant de l'environnement scolaire. Pour un ratio de 2 apprenants par banc, la province devait disposer 579 252 bancs pupitres. Pour un ratio de 2 apprenants par banc. Mais la province n'a que dans l'ensemble 300 000 bancs. Donc, il y a un déficit de 209 000 bancs. J'ai dit 209 000 bancs. Et pour un ratio de 2 apprenants par banc, donc c'est plus de 450 000 apprenants qui n'ont pas de place. Par rapport à tout ça, M. Simo Tshilulu, pensez-vous pas que la décision du chef de l'État, c'est la mise en œuvre de la gratuité que vous louez ici, c'est une décision précoce qui a été prise à la va-vite sans pourtant tenir compte, sinon faire les études de faisabilité? Est-ce qu'il faut commencer en amont ou en aval? Toi, bon, je ne peux pas vous poser la question, mais pour avoir la solution, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait un problème, non? À l'école, nous apprenons aux enfants, on met là-bas problème. Problème, on met inconnu, formule, solution. C'est-à-dire, quand vous créez un problème, c'est de lors que vous allez chercher des solutions. Vous pensez pas que de problème. C'est le meilleur moyen? Non, mais oui, il faut le mettre, c'est déjà bon. Ne sacrifierez-vous pas les enfants qui sont pendant ces épreuves de l'exercice? Actuellement, avec la technologie moderne, l'environnement compte. Mais je vous dis, la plupart des gens qui m'ont enseigné, ces professeurs-là, ils étudiaient dans des écoles en paille. Hein, vous vous rappelez, en paille comme ça. Et ils s'assoyaient sur les morceaux de banc. Mais ces professeurs-là ont d'une connaissance très avancée. Donc ce n'est pas une précipitation. D'abord, c'est une obligation pour que vous soyez financés. Donc c'était une obligation depuis 2006. D'ailleurs, les objectifs des millénaires parlez déjà ça. Pour qu'on vous vienne en appui, il faut créer des facilitations. Je vais revenir à vous. Je suis là bien. Maître Léonard, ne pensez-vous pas que la décision du chef de l'État, c'est une décision qui a été prise sans pourtant faire une étude de faisabilité pour sauver l'éducation en République démocratique du Congo? En principe, oui. Mais tout est parti depuis, depuis les gouvernements. Ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs, sinon après 2006. Parce que nous avons une constitution qui a rendu l'enseignement de base une obligation. D'ailleurs, c'est une obligation constitutionnelle. Enseignement primaire? Oui, c'est une obligation. Enseignement primaire, puisqu'il y a une différence entre l'enseignement primaire et l'enseignement de base. Non, il n'y a pas une différence. En fait, je voulais un peu éclairer. Oui, c'est là où je lisais la loi cadre. La loi cadre, c'est le document qui met en œuvre les obligations de la Constitution. Okay. La loi cadre parle de l'école primaire, de l'enseignement primaire qui a 8 ans. Mais ça se fait à 2 niveaux. Il y a le premier niveau du primaire qui part de première en 6e primaire, voilà. Et le deuxième niveau du primaire qui parle de 7e en 8e. Et tout ça constitue l'enseignement de base. Donc quelqu'un qui finit ce stade, il a déjà un enseignement de base, ne peut pas poursuivre les Maître Léonard, oui, c'est comme cela que je disais, en réalité, le gouvernement sous Kabila, ou sinon le régime Kabila, devrait déjà emboîter les pas parce que c'est une obligation constitutionnelle et que M. Félix Tshisekedi au pouvoir, il vient effectivement c'est d'une manière précipitée et je me dis encore quelle sera alors la qualité de l'enseignement avant que toutes ces questions ici puissent trouver des réponses parce que nous avons un problème de pléthore dans les salles. Et on vient de nous dire ici encore, j'étais dans les Manianga là-bas, je trouve dans une école on organise commercial info et puis l'électricité. Cet élève-là n'a jamais été en face d'une machine ordinateur.
Et cet élève-là qui fait l'électricité n'a jamais été en face de l'énergie électrique. Alors voilà, ces gens ici, qu'est-ce que... Oh, hier là, on sentait un élève qui vient du village, de la brousse, n'est-ce pas? Quand il est avec vous, il marque la différence. Mais aujourd'hui, c'est maintenant le contraire. En réalité, nos élèves ici avant aujourd'hui, nos élèves tentent encore mieux faire que ceux qui viennent du village. Alors, parce que nous sommes presque à la fin, que préconisez-vous pour pallier à cette situation? Oui, que l'État puisse, ce n'est pas l'argent qui nous manque, pour non seulement payer les enseignants, mais aussi pour construire, afin que nos élèves soient à l'aise dans une salle. Comme l'a souligné mon co-débatteur, ici au moins dans une salle, on doit retrouver 45 élèves et bien assis. 45 élèves et bien assis. Donc là, on doit précipiter finalement à trouver solution. Sinon, c'est encore un problème sérieux. Il se pose un problème de comment il appelait ça? Le problème de qualité, comment des enseignants. Comment on appelait ça? Les enseignants qualifiés. Mais ces enseignants-là, avec cette façon de faire, vous pouvez obtenir votre diplôme, mais qui ne va rien vous servir. Monsieur Simon Tsiloulou, vous êtes porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Pouvez-vous confirmer la population matadienne, la population du Congo central, en regardant la caméra? Est-ce qu'il y aura bel et bien rentrée scolaire le 5 septembre 2022? Si les caméramans les techniciens peuvent nous accorder même 30 secondes en dépit de ça. Au fait, vous devrez savoir ceci. L'éducation, l'enseignement au Congo, en République démocratique du Congo, consomme 51% du montant de rémunération de toute la nation. À stade actuel où nous sommes. C'est plus de 200 milliards par mois pour rémunération simplement. C'est 200 quelques milliards. Donc s'il faut multiplier ça pour toute l'année, c'est beaucoup d'argent. Ce qui fait que certains ministères commencent un peu à créer des problèmes à l'EPST parce qu'on pense que c'est l'EPST. Donc les problèmes à l'EPST sont tellement nombreux. Et on a commencé à les résoudre depuis. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que le gouvernement fait quelque chose. Parce que personne ne vous trompe, nous avons 50 000 écoles primaires. Et chaque école primaire reçoit chaque mois entre 600 000 et 200 000 chaque mois pour les frais de fonctionnement. Merci. Alors, quand vous multipliez ça, vous trouvez ça. Ça, d'ailleurs, c'est encore, il ne faut pas le mettre à 51%. 51%, c'est seulement pour la rémunération. Vous prenez les frais de fonctionnement. C'est que vous voyez les divisions, les coordinations provinciales, sous-provinciales, conseilleries, SECOP, antennes, inspections, ils reçoivent eux aussi des frais de fonctionnement. Imaginez cette masse salariale ou cette masse d'argent qui va dans l'enseignement. On y voit la question. Alors maintenant, nous rentrons, on a dit il y a rentré. Oui, c'est ce qu'on a convenu en Mboué la Loge. En Mboué la Loge, nous nous sommes dit, bon, comme les 230 000 va en 2023, qu'on devrait aller faire accepter les 18 sur les conférences budgétaires, on a dit, nous ne pouvons pas accepter que l'année se termine sans qu'on nous donne rien. Le gouvernement, sur l'argent des partenaires des à côté, a trouvé au moins pour chaque enseignant assis et debout 30% de 230 000, donc 69 000 francs. Alors, les 69%, les 69 000 francs qu'on devrait ajouter à l'enseignant, ce qui fait 30% de 230 000. On ne saurait pas les payer septembre, octobre, novembre, décembre. Sinon, le mois de décembre, les enseignants n'auraient rien. Nous avons dit, au mois d'octobre, on donne 69 000 francs par enseignant. Mais nous avons exigé une garantie. Nous ne voulons pas rentrer si le gouvernement ne pose pas même un petit geste de bonne foi. Donc la rentrée scolaire est conditionnée par ces petits gestes de bonne foi. Nous avons convenu avec le gouvernement qu'il devrait donner, même ne fût-ce que seulement l'école primaire. La rentrée scolaire est conditionnée. Oui. Vous n'êtes pas encore prêt alors? Oui, nous sommes prêts. Si l'État paye les 4,
Ce que nous lui avons demandé... Les 5 vont partir à l'école. Non, les 67% des primes, les réagissements des primes de la gratuité pour les enseignants du primaire. Si l'État, cette paye ici qui s'effectue, ne paye pas quoi? Ne manifeste pas cette petite volonté. Non, pas manifester. N'arrange pas. Donc, parce qu'on appelle ça prime d'arrangement. Ils avaient 30 000 francs pour la gratuité. Nous avons dit pas ça. Il faut ajouter quelque chose. Voilà. Et nous avons dit c'est 20 000 francs. Merci, M. Alors, Simo. si l'État ne paye pas d'ici la rentrée, les 20 000 francs, comme acte de bonne foi qu'il devrait payer. Vous ne rentrez pas. En tout cas, ça sera difficile. Mais merci on nous apprend beaucoup. déjà que... Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Anglais Saillant. Au cours de cette émission, nous avons parlé de l'effectivité de la gratuité, les effets induits de la gratuité de façon positive et négative. Sur ce plateau, j'ai réussi pour vous Maître Léonard Senga. Il est au cadre de l'Alliance pour le changement au Congo central, partenaire à Jean-Marc Kabound. Et nous avons également réussi pour vous Monsieur Simo Tshilulu. Il est le porte-parole de la synergie des enseignants. Donc on va leur accorder 10 secondes à chacun pour le tout dernier mot. Maître. Ok. Je demande à l'État congolais de bien vouloir disponibiliser les moyens à nos enseignants pour que déjà les 5 qu'ils rentrent. Et en passant, je salue tous les camarades du parti. Merci. À travers la province. M. Simo Tshilulu, 10 secondes, un mot. 10 secondes, nous attendons la réalisation des 20 000 qu'on doit ajouter avant la rentrée à tout enseignant de l'école primaire. Et chers enseignants, seulement à l'issue de ces constats de 20 000 que nous allons tenir l'Assemblée, soit pour rentrer si les 20 000 ont été donnés, soit pour rester à la maison si les 20 000 n'ont pas été donnés. Nous attendons cette promesse, l'Assemblée aura bel et bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Anglais Saillant. Merci de l'avoir suivi et merci à cette grande équipe technique qui a piloté ensemble avec moi cette émission. Merci à notre CT Clovis Solo, merci à CP Mena et toute l'équipe technique. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.